Oui, alors bonjour à tous, plutôt bonsoir. J'ai l'immense plaisir de vous présenter, je pense que vous ne le connaissez pas, Antoine Vatan, qui est non seulement un de mes amis, c'est très important, mais surtout un économiste talentueux. Alors déjà, talentueux, il y en a beaucoup, mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement chez lui, c'est qu'après un long parcours, un long apprentissage de l'économie dans tous les domaines, hein. Il était économiste au CEPI, puis il a décidé de rejoindre l'enseignement, y compris ça l'a amené à l'agrégation et donc aujourd'hui à enseigner à l'université. C'est quelqu'un qui, je trouve, dont l'information est précieuse parce qu'il est passé par toutes les formations économiques au départ, euh, en ayant un point de vue au départ naïf. Et il est arrivé jusqu'au marxisme. Il est revenu au marxisme, en fait, d'une certaine manière, parce qu'après avoir vu les autres théories économiques, et j'allais dire Marx et Lénine, c'est pas le point de vue d'un fanatique ou de quelqu'un qui ne connaîtrait le marxisme que par influence extérieure, familiale, etc. C'est pas du tout ça. C'est un marxisme authentique qui s'est conquis lui-même. Voilà. Je vais arrêter de tout accélérer, mais c'est rare d'avoir ça. Et je crois que c'est très, très important y compris dans la polémique, hein, d'opposer ce que Marx a fait toute sa vie, hein, les théories sur la plus-value, il se confronte aux économistes de son temps. Et il n'y a pas de, c'est le problème d'ailleurs de tout enseignement, hein, euh, un enseignement doit être aussi une réfutation, hein. C'est pour moi presque, j'allais dire, dialectique. Et donc, on ne s'est pas tellement concerté sur le sujet d'aujourd'hui, mais on avait évidemment envie de parler de crise du capitalisme, hein. Et simplement, j'ai vu des graphiques que tu m'as envoyés, hein, aujourd'hui. Alors, j'ai vu qu'il y a des graphiques sur non pas la baisse tendancielle de profit, mais la baisse réelle du taux de profit dans le capitalisme. Donc, ça nous ramène à une question marxisme bien, et surtout une validation de théorie marxiste. Je pense qu'on va regarder ça. Et des graphiques aussi sur les IDE, l'investissement direct à l'étranger. Là, je crois que c'est l'aspect plus léniniste impérialiste que tu vas sans doute développer, mais non pas j'allais dire dans la simple théorie, mais aussi dans ce que l'économie nous en dit. Voilà, mon introduction est trop longue, je te laisse la parole. Et puis je monte les graphiques quand tu veux. Oui, bah, je te dirai, on fera ça au fur et à mesure. Tu m'entends toujours bien? Oui. Très très bien. Ok, bon, bah écoute, bonjour Émeric, puis bonjour à ceux qui ont la gentillesse de nous écouter. Donc effectivement, comme tu l'as rappelé, moi j'ai une formation d'économiste, disons, tout à fait orthodoxe. J'ai ciré les bancs de l'université Paris 1, puis j'ai poursuivi jusqu'en doctorat sur des questions de commerce international. Donc j'étais bien imprégné, disons, du sophisme ambiant. Et puis, je me suis rendu compte, bon, on ne va pas faire non plus ma biographie, mais je pense que c'est intéressant à certains égards, puisque effectivement, je me suis rendu compte que c'était plus qu'insuffisant comme théorie. Et puis, par moi-même, enfin, par moi-même, non, mais disons par un enchaînement de lectures, j'en suis venu effectivement à Marx après avoir fréquenté, par entremise de livres, pas personnellement, mais fréquenté la théorie de la régulation, Frédéric Lordon, Michel Yetta, que j'ai. Enfin, Avec j'ai qui tu pas. travaillais? Enfin, tu travaillais pas loin de. Oui, oui, enfin, je l'avais rencontré un petit peu. Et bon, il y a une certaine honnêteté intellectuelle chez Michel Alieta, ce qui n'est pas le cas de la plupart Mhm. des économistes. Néanmoins, j'ai trouvé la théorie de la régulation également assez insuffisante. Et puis, sans vouloir faire de l'épistémologie profonde là sur cette vidéo, c'est pas l'objet. Je trouve que de prime abord, ce qui fait qu'on rentre en conflit avec cette théorie, c'est l'absence totale d'histoire. On vit depuis, bah toi, tu es un tout petit peu plus vieux que moi, mais depuis que nous sommes nés, on entend parler de crise du Mhm. capitalisme ou de capitalisme en crise, pour reprendre Mhm. un livre de Samir Amin. Et puis, sur la théorie économique, on t'explique que finalement, cette crise, c'est quelque chose de tout à fait exogène. Les crises du capitalisme ne sont pas même endogènes. Et tu vois, là, je suis toujours dans un idiome positiviste, hein. On ne parle toujours pas de dialectique, on ne parle toujours pas d'histoire, on ne parle toujours pas de contradiction. L'idée même d'opposer exogène à endogène, alors que Et tout à bon, fait, tout à derrière, fait. Donc, c'est absurde. voilà, et donc il y a pas de, il y a pas d'histoire dans cette théorie. Et donc, comme il n'y a pas d'histoire, il n'y a évidemment pas de crise. Mhm. Enfin, on va te rétorquer qu'il y a des crises, mais enfin, quand on Il y regarde avait un de petit l'histoire, peu. mais il n'y en a plus, Oui, sur l'échelle, quoi. Oui, comme disait. exactement, exactement. Et tu sais pas à quel point cette phrase est actuelle. Enfin, si tu le sais, mais en disant dans la science économique, tu sais pas à quel point cette phrase est actuelle. En une phrase, Marx
Donc, c'est une phrase misère de la philosophie. Hein. En une phrase, Mhm. Marx, disons, coupe l'herbe sous le pied. À mon sens même, et on pourrait développer sur un autre jour si tu veux, mais à mon sens même avec cette phrase, coupe l'herbe sous le pied à la future science sociale telle qu'elle se développera. Euh, que sont en gros l'individualisme méthodologique d'un côté et le structuralisme de l'autre, les deux ayant en commun de l'absence d'histoire. Et la sociologie qui naît aussi pour contrer le marxisme, enfin, en tout cas, Oui, à l'origine. ce qu'ils en percevaient, le mouvement ouvrier, et puis le fait qu'on passait, que c'était plus la bourgeoisie qui tenait les commandes, mais que le prolétariat arrivait sur la scène de l'histoire. Donc, on a créé une science de l'histoire, une science de la société sans histoire, mais l'économie est venue après, effectivement. Ouais. Oui, exactement, oui. Alors avec deux choses totalement antagonistes, mais qui finalement se rejoignent dans l'absence d'histoire. D'un côté, il y a l'individualisme méthodologique avec une liberté supposée tout à fait abstraite. Puis de l'autre côté, un structuralisme où là, il y a un déterminisme complètement mécaniste de l'autre. Mais bon, les deux se rejoignent dans l'absence d'histoire. Et ça, c'est quelque chose d'assez, comment, c'est un fil rouge sur l'ensemble du développement des sciences sociales, et en particulier les sciences économiques. Et donc, effectivement, je souhaitais aborder d'abord la crise du capitalisme depuis les années 70. Premièrement, parce que c'est notre contemporanéité, Mhm. et donc ça nous intéresse à un certain égard. Et puis, deuxièmement, parce que peut-être que ça permettra l'introduction de choses un petit peu plus profondes, épistémologiques, et sur comment est-ce qu'on peut lire le capitalisme. Aujourd'hui, je n'ai pas prévu d'aller bien loin sur cet aspect. Je me demande même si on ne va pas avoir En des plusieurs critiques. séances, hein, on prend plusieurs Oui, séances. pourquoi pas. Je me demande même si aujourd'hui on ne va pas être critiqué en étant, disons, positiviste, abstrait, puisqu'on va simplement parler de grandes tendances statistiques du capitalisme sur les 50 dernières années. Mhm. Et puis, essayer de parler un peu de Marx et puis de Lénine, comme tu l'as deviné, puisque pour moi, la brochure, enfin, parce que c'est Lénine lui-même qui emploie ce terme, la brochure sur l'impérialisme, quand j'ai ouvert ce bouquin, je ne m'en suis pas encore remis, si tu veux. C'est-à-dire que tout ce qu'on m'a appris à l'université avec des travaux empiriques des économistes les plus brillants qui sont à l'université actuellement, que ce soit aux États-Unis, en France, etc., où on te dit actuellement, tu as quelques sujets en macroéconomie, par exemple, le commerce international est concentré dans les mains de quelques entreprises seulement. La production se concentre. La part salariale, donc qui est le terme orthodoxe pour désigner l'inverse du taux d'exploitation, diminue globalement dans le monde. Bon, quand tu as un parcours à l'université tout à fait standard, ça paraît nouveau. Et puis quand tu ouvres les mines, et je crois qu'il date de 1916, l'impérialisme, Mhm. et que tu vois première page, premier tableau, un tableau qui est à peu près le même que celui qui a été fait par des économistes d'Harvard en 2000, tu te dis que quand même, là, ça commence à devenir grave. Ils ont à peu près un siècle de retard. Et puis finalement, après, tu comprends que ce retard vient de la théorie et que finalement, en 1916, on est une quinzaine d'années après Valras, ils ne se sont pas encore remis de l'équilibre concurrentiel et on en est encore un milieu dans l'économie orthodoxe. Il fallait avoir un angle marxiste, euh, un La angle théorie des historique. avantages comparatifs de Ricardo, c'est ça, le fait qu'en échangeant, forcément, ça va créer un équilibre entre les pays, c'est ça. Alors là, oui, c'est spécifiquement sur le domaine du commerce international, mais dans l'économie en général, effectivement, tu as cité le bon mot, l'ensemble de la science économique, parce qu'il y a effectivement il y a une énorme diversité dans la science économique, mais c'est une diversité apparente. Effectivement, il y a deux grands axiomes. Euh, je prends le terme d'axiome à dessein, pas pour faire offense à Euclide, mais parce Mhm. que, parce que ça ne se démontre pas un axiome. Et donc, effectivement, il part de deux postulats, disons-le comme ça plutôt, Mhm. qu'il ne démontre jamais. Un, il y a équilibre, qui est une notion absurde. Enfin, je veux dire, même dans les sciences de la nature, c'est absurde l'équilibre. Enfin, ça voudrait dire que le Ouais. soleil n'a pas été engendré, Comme l'équilibre que le, naturel, oui, c'est ça. Oui. ouais, que le soleil n'est pas amené à mourir. S'il peut y avoir équilibre, c'est peut-être à l'échelle d'une vie humaine, effectivement, à l'échelle de notre vie, la Lune tourne autour de la Oui, tu Terre. as raison, il y a déjà le point de vue physique, l'ancrage même de l'économie dans la physique est absurde si c'est présenté sous Ouais, cette forme. Ouais. ce qui est formidable d'ailleurs, parce qu'ils prétendent toujours être, disons, adossés à la science physique, alors qu'en fait, ils sont adossés simplement au laboratoire, notamment de la pharmacologie, etc. Mais bon, peu importe. Oui, c'est les fondements Mais idéalistes épistémologiques de l'économie bourgeoise qui sont déjà anti-métal. exactement.
Exactement. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils font ça au XXe siècle, en prétendant s'adosser aux sciences physiques, alors même qu'au XXe siècle, les sciences physiques, donc là, je te remercie de m'avoir permis de lire Mitsakis, que je ne connaissais pas, mais il montre qu'effectivement, toute la science moderne du XXe siècle euh, coupe le pur mécanisme, quoi. On Ouais. on en a fini avec le pur mécanisme. Et bon, elle se développe comme ça. Donc effectivement, tu avais bien raison d'employer le terme d'équilibre, puisque dans les sciences économiques, il y a un équilibre. Mhm. Donc un équilibre, ça se définit comme deux forces antagonistes qui se compensent, mais qui se compensent ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'une fois que tu as rejoint l'équilibre, il n'y a pas moyen de bouger de cet équilibre. Le seul moyen de bouger de cet équilibre, c'est de faire intervenir une force extérieure que les économistes appelleront choc, qu'historiquement on appelle Dieu. Enfin, je suis désolé, mais Mhm. quand tu commences à expliquer le monde par une cause extérieure au monde, Le et primum mover, fondamentalement, ouais, c'est ça, oui. voilà, c'est ça. Et fondamentalement, on en est là. C'est-à-dire Ils que, en sont toujours là, oui, oui, finalement. oui, tu as un équilibre et la crise économique ne peut être expliquée que par un choc extérieur. Je prends toujours cette métaphore parfois à mes étudiants quand je fais un peu d'épistémo avec eux. Je leur dis la science économique, c'est de la sismologie sans tectonique des plaques. Oui, C'est-à-dire d'accord. que, De ce coup, ça bouge. On ne sait pas pourquoi. voilà, d'un seul coup, ça bouge, on ne sait pas pourquoi. Et le séisme n'est jamais la révélation en surface d'une contradiction toujours présente entre deux plaques Mhm. et qui ne se Oui, renouvelle jamais dans les mêmes termes, parce qu'il y a des rives des continents. Donc il y a oui, histoire, dans une certaine mesure, c'est pas un bon terme, parce qu'histoire, c'est propre au monde humain. Mais disons qu'il y a toujours une contradiction qui est toujours à l'œuvre, qui se renouvelle toujours, mais dans des conditions différentes. Bon, on en est à milieu en économie, la Terre ne tremble pas. oui, un verre est Euh, posé sur une table parce qu'il est posé sur une table. Ils ne comprennent pas que le verre, il fonce vers le centre de la Terre et qu'il est repoussé voilà, par une exactement. autre force. Oui, oui, c'est ça. exactement. C'est le point de vue métaphysique au sens péjoratif que lui donnait Hegel sur le monde. Oui, oui, tout à fait. Ah, tout à fait, tout à fait. Et de toute façon, il faut. Bon, et en fait, tu te rends compte, puisque là, je continue un peu de raconter ma vie en filigrane finalement, mais tu te rends compte que c'est un problème qui est vieux en épistémologie, mais vieux. C'est très très vieux. Ça. En Mm. fait, ils sont le mécanisme avec la logique formelle en revient à un idéalisme pur, c'est-à-dire que comme tu sais expliquer par un mécanisme que quand un domino tombe, le deuxième domino tombe, qui en va entraîner le troisième, etc. Sauf que pour que le premier tombe, il faut un mouvement primitif. Et donc ils en sont là, quoi. Donc tu as un équilibre, les dominos ne bougent pas, tu as un choc, il y a un bonhomme qui vient Mm. pousser le premier domino, ils savent expliquer mécaniquement que tous les dominos vont tomber, et tu rejoins un autre équilibre où tous les dominos sont à terre. Et puis tu es de nouveau dans un équilibre, c'est comme Oui, ça, ah oui, d'accord. Oui, on donc passe c'est, de l'équilibre à l'autre. voilà. Et donc en sciences économiques, on en est là. Donc évidemment, on ne peut pas expliquer les crises comme ça. Donc les crises, ça va être le choc pétrolier qui va tomber. Pourquoi? En plus, ça tombe Les bien. méchants arabes, en plus, c'est pratique. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. En plus, ça Ouais. tombe bien, ça se passe là-bas. Voilà. 8 ans avant 79, donc tout va bien. Et oui, alors qu'en fait, ce que j'avais compris en lisant les économistes du parti, c'était que le taux de profit réel des 60, avait baissé des 67, donc on est bien avant le choc pétrolier, en fait. La crise était déjà là, en fait. Il me semble, hein, mais on va te parler Oui, aussi de oui, bien, bien comment est-ce qu'on sûr. calcule le taux de profit, parce que justement, Bah, on va en parler 2 minutes. Ouais, on va en parler 2 minutes. Là, j'essaye d'introduire simplement le fait que quand tu fais de la science économique et que tu rencontres toutes les théories orthodoxes, et là, encore une fois, je prends le concept d'équilibre parce qu'il est partagé par plein, 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 plein de points de vue en économie. Ils vont se battre sur des petites hypothèses idiotes, c'est-à-dire est-ce qu'on est en monde concurrentiel, est-ce qu'on est en monde monopolistique, etc. Mais de toute façon, ils vont le poser. On est en monde concurrentiel, on est en monde concurrentiel à l'équilibre, etc. Il faut un choc. On est en monde monopolistique, on est en monde monopolistique. hmm. Donc ils vont se battre là-dessus, mais sur la base, il y a équilibre. Donc s'il y a équilibre, il n'y a pas histoire. S'il y a équilibre, s'il y a pas histoire, pardon, il n'y a pas de crise possible. En tout cas, il n'y a pas de crise possible expliquée. Un éléatisme, comme on dirait, ouais, c'est vraiment ça. Voilà, exactement. Il n'y a pas de crise possible expliquée par des contradictions en process. Et donc le monde capitaliste est un monde fondamentalement stable, alors C'est même la que loi de Say, hein, l'offre épouse la demande, etc. Enfin, c'est un peu ça, oui. Oui, alors il a poussé le bouchon un peu loin. Ouais, ouais, c'est clair. Quoique Valras aussi, enfin pas tellement Valras d'ailleurs, les épigones de Valras plutôt, parce que Valras est assez honnête. Valras, c'est quand même un problème, c'est qu'il écrit début 20e et qu'il ne cite jamais Marx, alors qu'il cite beaucoup d'autres auteurs. Alors, Euh, il est lui-même socialiste, hein, même, c'est ça aussi le ouais, problème. mais alors d'une version C'est utopiste. l'idole des libéraux, enfin non, comment dire, de l'économie néoclassique, quoi, mais enfin, c'est en même Bah, en temps. fait, Valras, il décrit ce que serait une économie d'échange pure. Alors, bon, là, pareil, on va pas y revenir. Il faudrait remonter à Mandeville et puis
toute sa vision réactionnaire. Finalement, Mandeville est un fasciste, il essaye de plaquer dans la nature le monde humain. Mhm. Il déteste Rousseau avant l'heure, quoi. D'ailleurs, Rousseau a fait un petit commentaire sur Mandeville qui n'a pas piqué des hannetons Mhm. dans le discours sur les inégalités. Ouais. Mais bon, là, ça nous emmènerait un peu trop loin. Non, Valras, il va décrire simplement un monde effectivement stable. C'est lui qui va vraiment Mhm. concevoir la notion d'équilibre telle qu'elle va être développée après. Parce que si tu lis Smith, si tu lis Ricardo, et ils ont conscience, notamment Smith et Ricardo, ils parlent de la baisse essentielle du taux de profit. Ils n'ont pas du tout la même explication que Marx. Elle n'est pas historique, elle est purement mécaniste, au mieux. Enfin, ils ont un peu les yeux ouverts sur le fait que l'histoire évolue, quoi. Mhm. Alors que Valras, non. Mais Valras, il est honnête dans le sens où il dit, voilà, je vous décris le monde que je souhaiterais. C'est un utopiste, en fait, qui va décrire un socialisme pur de marché, mais il ne te fait pas passer des vessies pour des lanternes, quoi. Il ne te dit pas, c'est comme ça que le monde fonctionne. Mhm. Il est tout à fait honnête. Mais après, il va être repris par les économistes, en disant, c'est comme ça que le monde fonctionne. Et là, ça commence à être assez malhonnête. Mais bon, comme de toute façon, ils ne lisent même plus Valras, donc, Oui, mais en même temps, je crois que l'économie, un étudiant en économie aujourd'hui, c'est 90% d'économie néoclassique, enfin marginaliste. enfin, c'est bien plus que ça, mais c'est même plus ça. Ils lisent même plus leurs auteurs. Donc, aujourd'hui, un étudiant en économie, c'est quelqu'un qui n'est pas trop mauvais en maths, qui est nécessairement mauvais en histoire, nécessairement mauvais en philosophie, nécessairement mauvais en épistémologie, et qui sait à peu près coder avec un ordinateur pour pouvoir faire tourner des grosses bases de données. Sorti de là, et qui a ancré en lui la logique formelle, en pensant que c'est le sommet de l'intelligence, euh, parce que, après, il y a tout un... Bon, après, il faudrait même faire de la sociologie, la science Ça paraît économique. incroyable, mais ça m'a été confirmé par d'autres personnes, d'autres étudiants en économie. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est un degré vraiment de Ah, décerveau. mais c'est fou. C'est fou. En fait, moi, je compare ça à du. C'est exactement comme un joueur d'échecs, quoi. C'est un monde à part, c'est un jeu, Mhm. et résoudre un problème qui se pose à la logique formelle dans le cadre d'un modèle économique Mhm. qui n'a aucun lien avec le réel, mais on s'en fout. Tu fais œuvre intelligente quand tu résous un problème qui se pose. Donc, tu résous une équation, tu résous un équilibre, tu résous un truc que personne n'avait résolu avant, Mhm. tu trouves un petit trick, parce que les anglicismes font florès aussi là-bas pour Mhm. résoudre un modèle, et puis tu as fait œuvre intelligente. Mais tu ne t'es pas du tout intéressé au réel. Bon, on va arrêter là sur la science économique orthodoxe. On pourrait y passer des heures. Tout le monde aura compris qu'on ne va pas aller bien loin avec. Mhm. Mais enfin, il faudrait quand même en faire un jour un vrai commentaire, et notamment voir les fondements fondamentalement, j'allais dire presque nazis, de Mandeville, de Smith, de Ricardo. Enfin, il y a une détestation de l'état civil qui est assez ancrée quand même, Mhm. qui est quand même assez dur. Mais bon, ça nous amènerait sur le terrain politique, et c'est pas le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Et du coup, bon, chemin faisant, je découvre Marx, et je tombe sur les fesses, quoi. Je dis, voilà quelqu'un qui, même d'un point de vue purement naïf au début, dans ta première lecture, assez naïve, sans avoir compris encore ce que c'est la dialectique, juste, on t'explique qu'il y a des contradictions fondamentales au capitalisme, et que les crises viennent de là, et que les crises sont résolues dans le capitalisme, comme la tectonique des plaques, mais jamais renouvelées dans les mêmes termes. On va parler notamment de la concentration de la production, qui est un des moyens de résoudre la baisse tendancielle du taux de profit. Et finalement, je me suis lancé dans cette lecture. Et puis après, ce que je fais depuis quelques mois, voire années, puisque par contre, le truc qu'on sait faire quand on sort avec une thèse en économie, c'est manipuler un peu des données, même si c'était pas ma formation principale, j'étais plutôt dans la théorie, moi, dans les maths, quoi, en gros. Je sais à peu près manipuler quand même des bases de données, et finalement, on se rend compte que d'autres travaillent dessus, et puis on se rend compte que il y a des explications de la crise, qu'elles sont bien plus convaincantes, sauf qu'elles n'amènent pas du tout aux mêmes conclusions politiques. Mhm. Et on finit par Lénine, qui te dit que la tendance du capitalisme, c'est de socialiser la production. C'est un des moyens de résoudre la contradiction fondamentale entre l'appropriation privée et la socialisation des moyens de production que nécessite la concurrence intercapitaliste. Et aujourd'hui, tu mets ça en miroir avec ce qu'on t'a appris à l'université, où pour le coup, ils sont très armés en données, quoi. Ils sont bien capables de te dire combien d'entreprises font X% de production, etc. Tu te rends compte que finalement, l'électrification n'est pas du tout dans leur théorie. Et que si tu analyses la période actuelle avec le marxisme, à quelques codicilles près, tu t'en sors
s'en sort plus que bien par rapport à nos économistes qui, en ce moment, doivent faire des bons. Enfin, remarque qu'actuellement, la période leur est plutôt favorable parce qu'ils auront beau jeu de dire le Covid, c'est un choc externe au mode de production. C'est sanitaire, donc ça ne fait pas partie des contradictions de l'économie. Mais enfin, le Covid. Ce qu'on voit, c'est une vraie socialisation de la production, mais pour le compte d'une Oui. classe particulière, hein, parce que Ah oui, bien sûr. il va y avoir des rachats d'entreprises, l'État qui rentre au capital de certaines boîtes pour voilà. Mais Bien évidemment, sûr. sans expropriation et socialisation après des bénéfices. Ouais, mais ça, Ah oui, bien sûr. À la socialisation, mais pas le socialisme. voilà, c'est ça. Ça, c'est Exactement. ce qu'on va avoir. Donc ça, c'est le deuxième, le deuxième angle du triangle. Et le troisième angle du triangle, c'est le point de vue un peu politique, où quand tu te politises actuellement, quand tu commences à fréquenter un peu les milieux gauchistes, comme tout le monde, j'ai commencé par le gauchisme. Enfin, j'ai commencé par l'économie, après j'ai fait du gauchisme, puis après j'ai rejoint le marxisme. C'est une maladie infantile, il paraît, hein, donc je me soigne. C'est obligé, c'est encore heureux qu'on soit. Passage obligé, ouais, c'est logique. Bah oui, un peu d'humanité quand même. Bien sûr. Et donc, on se rend, enfin, depuis 40 ans, on te dit que le capital est en train de gagner. Ce qui en apparence est contradictoire avec le message marxiste qui te dit que plus le capitalisme avance dans ses contradictions, plus on est proche du socialisme. Bien sûr, oui. Enfin, bon, même s'il y a des lois qui contredisent, effectivement, ces lois tendancielles, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis même si on n'est pas dans un laboratoire, Mm. où on a fait le fascisme pour résoudre des contradictions du capitalisme, et effectivement, ce fut loin d'être non, mais effectivement, c'est le régime de cheval, ouais, comme on dit. Voilà, effectivement, il faut dessus une conscience de classe. Après, ça, c'est pas loin d'être mon avantage comparatif, comme dirait Ricardo. Je suis loin d'être un théoricien de la Révolution. Mais enfin, d'un pur point de vue, disons, économique, il est absolument faux de dire qu'on n'a jamais été aussi éloigné du socialisme. C'est vrai que depuis 40 ans, on perd une bataille. Et ça, justement, je voudrais commencer un petit peu les graphiques. Donc, si tu veux bien afficher le premier graphique. Alors, qui est. voilà, est-ce que tu le vois, ouais, taux de profit d'exploitation France, oui, voilà. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai. Alors, je le dis parce que peut-être qu'on ne voit pas bien les couleurs. En haut, c'est le taux d'exploitation en une ligne rouge. Et qui est presque un décalque, en fait, c'est le taux de profit. Et en bas, c'est le taux de profit. C'est pas étonnant qu'il y ait un décalque. On dirait qu'il y a Mitterrand qui est passé par là, parce que alors là, ouais. 81, la victoire de la gauche qui amène. Ouais, c'est la gauche. Voilà, c'est la gauche. Bah ouais. Donc, juste pour. On ne va pas écrire sur un tableau noir comment on calcule un taux de profit. Surtout qu'ici, ma manière de la calculer est relativement contestable. Enfin, il y a des gens comme Michel Husson, etc., qui iront chercher des noises. Parce que j'ai fait ça cet après-midi assez rapidement à l'aide des données Penworld Table. Michel Husson, lui, il pense qu'il y a une hausse tendancielle du taux de profit, je crois. Enfin, bah justement, c'est un peu ça que je voudrais discuter. Je ne veux pas polémiquer. Non, bien sûr. Non, mais c'est intéressant, bien sûr, qu'il ait avancé ça. En tout cas, c'est très original, mais c'est sûr que. Ouais. Mais c'est vrai que c'est là hétérodoxe par rapport au marxisme. Alors, quand on le lit, quand même, quand on lit les articles qu'il a écrits, il ne dit pas qu'il y a une hausse tendancielle du taux de profit depuis l'avènement du capitalisme, il dit qu'il y a une hausse tendancielle du taux de profit depuis les années 40. Depuis 40 ans, pardon, pas depuis 50. Depuis 40 ans, depuis les années 80. Oui, mais alors j'ai vu, en fait, il fournit des chiffres qui sont tout à fait différents même des autres. Enfin, bon, c'est sa manière de calculer. Ouais. Là, excuse-moi, je vois le calcul de l'auteur. C'est toi qui as fait ce graphique? Ouais, j'ai fait ça cet après-midi, j'ai bossé un peu pour toi. Ouais, Donc c'est à l'aide des Penworld Tables. Non, ça ne prend pas 50 ans à faire. Ça aurait pris beaucoup plus de temps si justement je voulais rentrer en polémique avec Michel Husson et puis calculer. Là, par exemple, je n'ai pas pris en compte les taux d'imposition, etc. Enfin, il y a plein de détails que je n'ai pas pris en compte, mais ce n'est pas tellement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est Bon, j'ai évoqué Michel Husson, alors maintenant, allons-y, mais ce qui pose problème, à mon avis, dans l'analyse de dire que depuis 40 ans, il y a une hausse tendancielle, je suis d'accord avec le fait que depuis 40 ans, il y a une hausse du taux de profit. Par contre, je conteste qu'elle soit tendancielle. On s'entend bien. Alors juste le taux de profit, en gros, c'est le taux d'exploitation. Donc le taux d'exploitation, c'est le taux de plus-value divisé par le salaire que gagne le salariat, le prolétariat. Et au dénominateur, on a la composition organique du capital. Donc capital constant divisé par capital variable, que sont les salaires, plus 1. Peu importe. Donc en gros, ton taux de profit, il a deux manières de varier. Soit c'est le taux d'exploitation qui l'explique, soit c'est la composition organique du capital qui l'explique, sachant qu'il varie positivement avec le taux d'exploitation.
l'exploitation, plus tu exploites, plus tu es profitable, et négativement avec la composition organique. C'est ça. Donc, il Et faut bien comprendre. comment tu as toutes ces données, y compris Ça, parce que c'est facilement. l'INSEE ne te donnera jamais la répartition en classe sociale, mais en catégorie socio-professionnelle. Il y a des tas de moyens. L'appareil Ouais. statistique est quand même dans les mains de la bourgeoisie. Donc, comment est-ce que vous arrivez Ouais, ça, à fournir des taux de profit c'est un problème, disons, surmontable. Les données sont keynésiennes, en gros. Hein. C'est des données de comptabilité nationale, c'est des données keynésiennes. Enfin, c'est des données qui sont construites sur base keynésienne. Et tu peux réinterpréter un peu assez disons, facilement. Ici, on n'écrit pas, si tu veux, les revenus de la bourgeoisie. On prend les données de comptabilité nationale qui te donnent, dans l'économie, par grand secteur, la valeur ajoutée, donc le PIB, si tu veux, au niveau d'une nation, mais la valeur ajoutée au niveau des secteurs, les salaires, la formation brute de capital fixe, enfin, l'investissement, etc. L'impôt sur la production, et avec tout ça, bon, tu manipules et tu arrives à retrouver à peu près, c'est jamais parfait, il faudrait des marxistes à l'INSEE pour avoir des données marxistes. Mais disons qu'avec les données de comptabilité nationale, on arrive plus ou moins à calculer ça. D'autant plus que ce qui nous intéresse, c'est la tendance. Donc, si tu fais une erreur, si tu veux, sur une donnée, enfin, si tu n'arrives pas tout à fait à calculer ta donnée, c'est pas grave, entre guillemets. Enfin, c'est moins grave, dans la mesure où ce que tu veux calculer, c'est une tendance sur le temps. Donc, si tu fais la même erreur partout, de toute façon, tu dégages ta tendance. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, bon, après, on peut toujours pinailler. Pourtant, c'est la forme de la courbe. Là, ce qui est évident, c'est que Ouais. depuis le début des années 80, on voit le tournant de la rigueur, peut-être même avant, Voilà, finalement. exactement. Et Et bon, et après, moi, je ne suis vraiment pas un pinailleur statistique. Je sais ce que c'est de pinailler. Pardon, dans les laboratoires d'économie, sur les stats, les économistes adorent ça, et on en oublie l'essentiel. On va passer des années et des années à discuter sur des petits, comment dire, des Et petits d'autant epsilon. que ce que tu montres, c'est pas pour anticiper sur les autres graphiques, enfin si, un petit peu, mais On y verra après. tu montres des choses ah ouais, non, la Chine, c'est complètement différent, on en parlera après. Une fois qu'on aura expliqué le premier, le reste sera facile. Ouais. Sur la France, c'est beaucoup plus clair, finalement. Ouais. Donc, on a un taux de profit qui est calculé comme je viens de démontrer. Et donc, le taux d'exploitation en rouge, la courbe du haut, c'est simplement le numérateur du taux de profit. Et donc, Marx nous dit qu'il y a une baisse tendancielle du taux de profit. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une tendance. Une tendance, ça ne veut pas dire que ça baisse tout le temps. Ouais. La baisse du taux de profit, elle s'applique aux capitalistes comme la gravité s'applique aux pilotes d'avion. Mais néanmoins, il peut au prix d'une dépense d'énergie folle, faire voler son avion. Et même on ne peut pas me dire que quand l'avion gagne de l'altitude, la gravité cesse de s'appliquer à lui. Simplement, il doit débaucher une énergie folle pour s'arracher du sol. Et le taux de profit, si on veut filer la métaphore, j'avais prévenu qu'on serait un peu mécaniste ce soir, hein, donc, je m'y attends, mais c'est une bonne introduction, je pense. Le taux de profit, c'est la même chose. Le taux de profit baisse tendanciellement, néanmoins la bourgeoisie a les moyens de contrecarrer la baisse tendancielle du taux de profit. Le premier moyen, c'est d'augmenter le taux d'exploitation. Alors, ce taux d'exploitation, mais comme le kérosène dans les réservoirs. Alors, on a l'impression que c'est presque le seul moyen, puisque ça remonte exactement. Et oui, c'est ça, c'est là-dessus. Il y a aussi d'autres manières, hein, je ne sais pas, par exemple, l'impérialisme. Oui, l'impérialisme, on y viendra. Ouais. C'est là-dessus que je voudrais insister. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'effectivement, depuis 40 ans, on observe une hausse du taux de profit que cette hausse devient tendancielle. Parce que si la hausse devenait tendancielle, ça voudrait dire que les avions, tendanciellement, vont vers le ciel. Si on renverse le truc. Non, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, la gravité s'applique à l'avion, mais l'avion a dépensé une quantité folle de kérosène pour s'arracher. C'est exactement ce qui s'est passé depuis 40 ans. Depuis 40 ans, la baisse tendancielle du taux de profit existe toujours. Simplement, il y a eu les moyens. Alors là, ça nous prendrait aussi des heures. Et puis, en tant qu'éditeur, tu as fait le boulot. Il faudrait dire aussi le rôle de la fin des régimes soviétiques là-dedans. Puisque ça faisait contrepoids, clairement. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas un hasard non plus si tout ceci se passe à partir des années 80. Certes, il y a le point de vue un peu mécaniste du côté des pays dits occidentaux, où le taux de profit arrive vraiment à des niveaux très insatisfaisants fin des années 60, début des années 70, mais il y a aussi une opportunité du fait de la chute du mur qui interviendra dans les années 90. Quoi. Il y avait quand même cet équilibre dit de la terreur quand même qui a bénéficié au prolétariat de l'Occident, hein, c'est clairement. Donc ici, dans les années 80, effectivement, à partir des années 80, le taux de profit augmente, mais ça ne remet pas en cause, en tout cas de mon point de vue, la baisse tendancielle du taux de profit analysée par Marx.
Simplement, comment s'est-il maintenu ce taux de profit? Eh ben, premier moyen de le maintenir, moyen le plus simple, enfin, à court terme, parce que le taux d'exploitation, tu ne peux pas l'augmenter non plus ad vitam aeternam, ça Marx le montre très bien, c'est-à-dire que le capitaliste, il doit exploiter le prolétariat, mais il faut aussi que le prolétariat revienne le lendemain travailler, sinon il n'y a plus de plus-value. Mhm. Donc, tu ne peux pas augmenter le taux d'exploitation jusqu'à un certain niveau, Ouais. jusqu'au niveau où le prolétaire finit par mourir de faim. Ouais, il y a au moins la reproduction de la force de travail qui doit être. Voilà, donc il y a au moins ça. Donc effectivement, en France, par nos conquêtes sociales, on était un peu au-dessus du simple salaire qui permettait la simple reproduction biologique Mhm. de l'être, quoi. Donc effectivement, à partir des années 80, notamment en France, bah, comme tu le vois, hein, la gauche, la gauche, Mhm. la drôle de gauche, comme disait Jean Salem, arrive au pouvoir et le taux d'exploitation augmente, fait un bond énorme. Donc effectivement, le taux de profit augmente à partir des années 80. Bon, là, je n'ai pas fait une décomposition qui nous aurait pris plus de temps parce qu'il aurait fallu introduire des notions statistiques un peu. Mais bon, tout le monde peut voir que ici, si le taux de profit augmente, c'est en grande partie grâce au fait que le taux d'exploitation augmente. Donc ça ne remet pas en cause la baisse du taux de profit. Mhm. Donc c'est vrai pour la France. La France a un profil un peu particulier parce qu'il y a un bond comme ça dans les années 80. Et j'attire l'attention sur le fait qu'avant le bon et après le bon, période où le taux d'exploitation est relativement stable, on voit apparaître une légère tendance à la baisse dans les taux de profit. C'est-à-dire que sur les deux parties relativement plates de la courbe, Ouais. C'est vrai. si tu fais une régression linéaire, comme disent les statisticiens, tu trouves une pente négative, indépendamment du saut. Ah, comment ça s'explique ça? Bah, ça s'explique par la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que D'accord, oui, indépendamment du taux tu d'exploitation. as une période où le taux d'exploitation augmente, donc effectivement, tu Mhm. as le bon. Mais si tu fais abstraction du bon, Oui, bah, exactement, oui, c'est vrai. Alors, parce il que te c'est re- presque à vitesse constante du taux d'exploitation, le voilà, profit baisse. voilà. Ouais. Mhm. Donc, pour moi, ça ne remet pas du tout en cause. Par contre, il est tout à fait vrai de dire que depuis 40 ans, le taux de profit augmente. Ça, c'est pas contradictoire pour moi. Mhm. Et ça explique aussi pour moi pourquoi depuis 40 ans, on dit qu'on est en crise. C'est-à-dire que depuis 40 ans, effectivement, le capitalisme est en crise parce qu'il est obligé de développer euh, toutes les, comment, tous les moyens qu'il a à disposition pour contrecarrer cette baisse tendancielle du taux de profit, okay, tous les facteurs antagonistes Marx cite, hein, dont le premier est la hausse du taux d'exploitation, un autre qui arrive presque en deuxième est la concentration du capital. Mhm. On verra, j'ai un petit tableau de l'INSEE qui le montre, mais on pourrait citer plein d'auteurs, puisqu'actuellement les économistes, pour le coup, font un travail statistique assez. Bon, ils n'utilisent pas des termes marxistes et puis ils ne cherchent pas du tout à prouver le marxisme, mais bon, comme M. Jourdain, ils le font finalement. Et l'autre, et qui est quand même très connu, enfin, je veux dire, on n'apprendra à personne qu'on vit dans une période dite de mondialisation. La mondialisation, on appelle ça l'impérialisme. Hein. Mhm. Je veux dire, on verra les flux de capitaux, parce que donc, le taux d'exploitation est au numérateur et Mhm. la composition organique du capital est au dominateur. Mhm. La composition organique du capital, elle augmente si, pour produire et dégager une certaine plus-value, il faut investir énormément dans du capital constant par rapport à ce que tu investis dans du capital variable. Donc, je rappelle que chez Marx, le capital variable, c'est le salaire. Mhm. Enfin, en gros, c'est le capital qui revient à la force de travail. Mhm. Eh bien, un des moyens de contrecarrer ça, c'est d'exporter tes capitaux dans des contrées où le salaire est plus faible. Mhm. Et donc, on verra ça à travers les graphiques. Donc, je t'ai mis, Oui. pour rester sur mes taux de profit et taux d'exploitation, je t'ai mis la France, je t'ai mis les États-Unis, Mhm. où on voit qu'aux États-Unis, c'est pareil. Certes, il y a une hausse. Écoute, j'ai juste envie, parce que je résiste pas, mais de montrer ça quand même. Parce que Oui, là, alors le ça, taux de profit sur hum, 150 ans, non, oui, c'est ça. Et là, hum, c'est le taux de profit réel des États-Unis, hum, mais c'est vertigineux, cette chute. ouais. Donc ça, c'est fait par un économiste qui s'appelle Michael Roberts, qui est américain, qui est marxiste, tient un blog qui s'appelle Next Recession, que j'ai mis en source, Mhm. que j'encourage à lire. Après, ça reste un américain, hein, dans le sens où c'est un marxiste occidental, quoi. Hein. C'est pas avec lui que tu vas discuter la dialectique de la nature, mais peu importe, il fait quand même des choses assez intéressantes. Il a écrit un bouquin qui s'appelle The Great Depression, Mhm. que j'encourage j'ai pas de traduction française à ma connaissance, que j'encourage à lire aussi, dont le graphique est tiré, je crois. Ça, je l'ai pris sur son blog, mais je crois que dans son bouquin, il y a ce genre de graphique.
Et puis, il y a un autre économiste argentin qui s'appelle Esteban Maito, qui a fait aussi ce genre de graphique, et j'ai mis un de ces graphiques. Et donc, effectivement, là, sur longue période, on s'aperçoit que le taux de profit baisse énormément. Marx a raison. Oui, oui, c'est Qu'est-ce incontestable. que C'est tu veux dire? incontestable. Et alors, si tu prends la période qu'il appelle Neoliberal Recovery, donc, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Je conteste tout à fait le terme néolibéral, qui est un terme foucaldien. Hmm. Je vois pas pourquoi on rentre Oui, oui, là-dedans. oui, Enfin, oui. je veux dire, Donc, on il y a a un pas concept qui besoin. s'appelle l'impérialisme, qui est Hmm. Hmm. qui est très efficace pour décrire la période actuelle. Donc, bon, Hmm. il faudrait, mais bon, ça nous emmènerait trop loin. Et donc, effectivement, si tu regardes ce qui se passe entre 80 et 2005-6, si tu vraiment tu fais un zoom dessus à la loupe et tu fais abstraction de tout ce qui se passe avant, tu as l'impression que le taux de profit augmente. Ah oui, c'est vrai que, bah, que si on compare même par rapport à la France, oui, c'est ça, oui. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. C'est 30 ans, quoi. Hmm. 30 ans, c'est à l'échelle d'une vie humaine. Bah, c'est sûr que tu le sens passer à l'échelle d'une vie humaine, mais par contre, Ouais. c'est pas ce qu'il fallait démontrer par rapport à ce que disait Marx. Voilà. Mais à l'échelle du capitalisme, le taux de profit diminue énormément. Et donc, pour moi, la période actuelle, parce que, bon, c'est pas Michel Husson qui m'intéresse vraiment, hein, c'est les économistes. Hein, quand ils te disent, mais non, s'ils remettent en cause Marx, c'est parce qu'ils remettent en cause le baisse tendancielle du taux de profit, pour ceux qui la connaissent, parce qu'ils Hmm. ils sont peu nombreux. Bon, pour moi, elle est tout à fait démontrée. Et la période actuelle ne cesse de la démontrer, quand bien même le taux de profit, et c'est vrai, augmente depuis 40 ans. Mais il augmente parce que tous les facteurs antagonistes sont poussés, comme mon mon pilote d'avion qui pousserait les Hmm. gaz pour s'arracher à la gravité. Hmm. Et du coup, il n'y a pas de remise en cause de mon point de vue de la baisse tendancielle du taux de profit. Sauf qu'on est dans une période où le taux de profit n'a jamais été aussi bas historiquement. Et Hmm. donc, c'est à bon droit qu'on dit que nous sommes en crise. Et c'est aussi pour cela que le capitalisme développe. Donc là, je parle un peu comme un mécaniste, je suis même un peu animiste, puisque je prête, je prête une âme au capitalisme, mais bon, tout le monde aura compris Oui, oui, non, mais oui, non, ça va, oui, oui, ce que je veux dire. J'avais prévenu que je serais un peu mécaniste ce soir. Hmm. Et donc, depuis 40 ans, quand on voit l'énergie dépensée pour ne serait-ce que maintenir un peu le niveau de profit, parce que quand on regarde cette perspective de longue période, c'est juste un maintien du taux de profit. Oui, 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 c'est presque On un n'a peu. jamais autant exporté de capitaux, on n'a jamais autant exporté de marchandises, Oui, c'est vrai, finalement, oui, tout à fait. Hmm. on n'a jamais autant concentré la production. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a 6 banques, notamment le secteur financier. Aujourd'hui, il y a 6 banques systémiques en France. 6 banques. Hmm. Bon, 6 banques, c'est pas tout à fait un univers concurrentiel. Ça. Et il y a une banque, je ne sais plus laquelle, qui a racheté récemment le Crédit du Nord. Enfin, les fusions en acquisition, ça n'arrête pas. Fiat, là, qui s'est associé avec PSA. Enfin, Hmm. il y a une concentration énorme. Il y a une exportation de capitaux monstrueuse. Il y a un taux d'exploitation qui a augmenté au moins dans tous les pays du centre du développement capitaliste. Hmm. Et malgré tout, le taux de profit se maintient seulement. Donc avec une petite lunette, certes, on peut dire que le taux de profit a augmenté, mais la baisse tendancielle du taux de profit n'est absolument pas invalidée. Hmm. Tout à fait. Ça fait partie des choses que je voulais développer. Alors la Chine, c'est un peu particulier parce que Attends, parce qu'à un moment, tu m'avais donné oui, le taux de profit aux États-Unis. Là, voilà, oui, c'est depuis 40 ans. Oui, on voit le. Là, on voit une énorme chute au moment du tournant des années 2000. Là, comment est-ce qu'on. Ça a l'air soudain et puis ça repart à peu près comme. ouais, je sais pas, je suis pas allé dans ce, je sais pas l'expliquer. Il faudrait que je regarde les données exactes. Euh, il y a peut-être des fois dans les données, il y a aussi un effet de composition sectorielle. Hmm. Bon, puis il peut y avoir aussi des problèmes dans les données. D'accord. Mais bon, ce qui Pourtant, oui, m'intéresse, moi, c'est quand même. ce qui m'intéresse, c'est les tendances. Mais là, tu vois C'est la aussi tendance, oui, c'est ça. Hmm. tu vois aussi que si tu regardes la tendance du taux d'exploitation, elle est supérieure à la tendance du taux de profit. C'est-à-dire que Ah oui. certes, le taux de profit augmente, mais là, si tu traces un trait, si tu Oui, c'est essayes plus. Oui. de tout résoudre en une droite pour Hmm. chacune des courbes, la courbe du taux d'exploitation a une pente supérieure à celle du taux de profit. Ce qui veut dire que pour ne serait-ce qu'augmenter un peu le taux de profit, il faut augmenter énormément le taux d'exploitation. Hmm. Et donc, certes, le taux de profit augmente encore une fois, mais au prix d'augmentation du taux d'exploitation, formidable. Hmm. Donc voilà. Donc la Chine, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas les données pour une longue période, ce qui explique le gros trait là, Hmm. au début. Néanmoins, pour la période sur laquelle on a les données, bon, dans les 2 cas, la baisse là est claire. Hmm. Bon, et puis je pourrais te montrer d'autres pays, comme l'Argentine, je me suis limité à ça, mais il y a l'Allemagne. Mais quoi que l'Allemagne, ça pose problème, parce que bon, avant 90, qu'est-ce que c'est que l'Allemagne statistiquement, c'est pas facile. Mais
Mais bon, tu pourrais montrer des grands pays, l'Inde, alors l'Inde c'est manifeste, l'Inde, le taux de profit est presque plat et le taux d'exploitation il est comme ça. Donc voilà, je me suis limité à ça parce que le simple message que je voulais faire passer là, c'était simplement le troisième pôle de mon triangle que j'ai décrit tout à l'heure. Quand tu t'engages politiquement et que depuis 40 ans, tu entends à gauche qu'on n'a jamais été aussi loin du socialisme parce qu'on perd des batailles, c'est vrai qu'on perd des batailles, c'est vrai que le taux de profit augmente, mais enfin, il faut remettre tout en perspective. Si on est marxiste, on pense que plus le taux de profit baisse, plus la crise terminale du capitalisme approche. On n'en a jamais été aussi proche. Après, quelle forme elle prendra, ça peut prendre des formes. Les convulsions. Oui, mais ça peut prendre des formes tout à fait détestables. Hein. Il y a pas de... Après, il faut une conscience politique, tout ça. Il faut travailler un peu, quoi. Mais en tout cas, de mon point de vue, le message de dire que du strict point de vue économique, on n'a jamais été autant éloigné du socialisme, pour moi, c'est faux. C'est absolument pas remis en cause par la période, par les 40 dernières années. Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'un simple changement de propriété dans des boîtes qui sont socialisées, comme tu dis, permettrait de nous amener au socialisme. Voilà. Pour ça, il faut prendre le pouvoir. Oui, voilà. Voilà, donc ça, c'était le taux de profit américain sur 150 ans, effectivement. Ça, c'est la même chose, mais sur le G7, donc les 7 plus grosses économies du monde. Donc ce graphique, il faut le lire sans, c'est le taux de profit en 1963, et après, tu fais une variation. Oui. Alors, là, je vois que ça commence un tout petit peu plus tôt. Et, on parle toujours du code d'État monétariste, en fait, dans 79. Je crois que c'est une explication. Ça, c'est l'explication de Michel Aieta, justement. C'est le gouverneur de la Fed voilà. qui s'est réveillé un matin. Et qui augmente les taux d'intérêt. Voilà, et puis hop, on est passé dans un. Donc, tu vois, le choc. On est oui. toujours dans ce. Oui, c'est ça. C'est très personnalisé. Oui, et en plus, le choc purement idéaliste. Quoi. Il aurait fallu que ce type soit socialiste, on aurait changé de monde. Quoi. Non, mais c'est un peu délirant quand même. Oui, c'est ça. Oui. D'un point de vue. Quoi. Mais bon, ils sont forcés d'en revenir à ça, puisque de toute façon, ils n'admettent pas les contradictions. Donc, à un moment donné, ils sont quand même bien forcés d'admettre que l'histoire avance, donc il faut bien l'expliquer. Quoi. Donc, bon, pauvre Michel, on va pas. Oui, mais c'est vrai que c'est la seule manière qu'ils ont trouvée, c'est d'augmenter brutalement les taux d'intérêt, c'est en faisant exploser le chômage, en fait, en détraquant complètement la machine pour faire remonter le profit. Et on voit que finalement, ça ne réussit pas tant que ça, parce que cette remontée, ils ont mis les bouchées doubles en matière de. Ils ont profité, en fait, des événements historiques qui ne sont pas du tout en faveur du camp des travailleurs. Et puis ça ne réussit pas, en fait. Oui. Non, je reprends ma métaphore de l'avion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un avion, quand tu arrives à, je ne sais pas quelle altitude, j'y connais rien, mais enfin, ce que je sais, c'est que plus tu montes, plus il faut dépenser d'énergie pour gagner 1 mètre. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus tu avances dans le capitalisme, plus pour maintenir ton taux de profit, il faut que tu dépenses une énergie folle. Quoi. Et donc là, effectivement, là, on voit que le taux de profit a baissé énormément dans les années 70, et puis comme tu dis, à la faveur de plusieurs choses que l'on connaît, le taux de profit se maintient à peine. Et sur la période, il a quand même baissé. Sur la période, il a quand même perdu 15%. Donc voilà. C'est important de regarder un petit peu d'autres pays parce que si tu regardes, par exemple, admettons que la France ait un taux de profit stable. Ce qui est faux, mais admettons pour l'analyse. Tu peux avoir un taux de profit stable avec une bourgeoisie qui perd du profit en exportant des capitaux. C'est-à-dire que chez elle, elle maintient à peine son taux de profit. Elle exporte des capitaux dans un pays où le taux de profit baisse, typiquement la Chine. Ça, pour le coup, c'est des données qu'on ne peut pas avoir. Parce que pour le coup, il faudrait des données individuelles. Par exemple, il faudrait le taux de profit que dégage Bernard Arnault sur son capital. L'avantage qu'on a, c'est que comme c'est de plus en plus concentré, on commence à les connaître. Mais les données fiscales sont anonymes. Puis même, je ne suis pas sûr qu'avec les données fiscales, on y arrive. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est parce que si tu regardes, comme je l'ai fait au début, pays par pays, admettons même que le taux de profit soit stable sur une très très longue période, ce qui n'est pas le cas encore une fois, mais enfin admettons. Il y aurait quand même pu y avoir une baisse dans ces taux de profit dans le sens où tout le capital produit en trop s'exporte dans d'autres pays où le taux d'exploitation est supérieur, typiquement l'Asie du Sud-Est. Et là, dans ces pays, le taux de profit diminue. Ce qui fait que pour un capitaliste, son taux de profit total sur la planète diminue. Sauf que si tu regardes simplement le pays central, tu t'en rends pas compte. Mais je pensais, par exemple, quelqu'un qui a fait aussi une étude de long terme sur les capitaux à défaut des profits, c'est Piketty.
mais qui lui avouait qu'il n'avait pas lu Marx, et lui, il aboutit à des conclusions différentes. Il me semble que sur le profil, il voit plutôt il voit pas cette baisse, non? Mais il n'analyse pas comme ça, il ne raisonne pas du tout dans les termes marxistes. Piketty, il regarde les revenus des citoyens, quoi, en gros, les revenus de toi, de moi. Il regarde la distribution des revenus. Après, il regarde les sources des revenus. Il voit ça par rapport au capital investi et la rentabilité du capital qui est investi. Oui. Voilà. Mais pour le coup, il y a un travail de données super intéressant, mais qui ne contredit pas l'analyse marxiste. Simplement, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ça, oui. C'est-à-dire que ça se révèle dans les revenus des individus. Mais parce que quand il te dit qu'en gros, les 0,1% de la population se sont enrichis depuis 40 ans par rapport aux 99,9% autres, bon, on sait à peu près on sait à quelle classe ils appartiennent, Oui, c'est sûr. ces gens-là. Hein. Mais il fait d'autres données qui sont davantage intéressantes à mon avis, parce qu'il y a eu quand même aussi cette tendance, en même temps que la tendance à dire que comme on perd des batailles sur bataille, le socialisme s'éloigne. Il y avait aussi la fameuse tendance de la classe moyenne, là où on serait tous des petits capitalistes, parce qu'on avait tous une petite assurance vie qui allait jouer sur les marchés financiers, etc. Donc, on avait tous intérêt à ce que les marchés financiers augmentent. Ça, pour le coup, leur nom, il a un petit bouquin sympa là-dessus, il s'appelle Fonds de pension, Péjacon, qui a publié début des années 2000, je crois. Et Piketty, il a des données qui battent en brèche ça. Il te montre clairement que 90 à 95% de la population gagne plus de 50% de ses revenus avec un salaire. Donc, l'énorme masse de la population mondiale est prolétaire, quoi. Oui, on n'est pas tous des petits capitalistes qui avons intérêt à ce que les cours de la bourse augmentent, quoi. D'autant plus que le cours de la bourse, il augmente de manière inverse au salaire. Donc, plus le salaire diminue, plus le cours de la bourse augmente. Mais c'est vrai que là où on attend toujours le marxiste au tournant, c'était parce que dans les années 50, on parlait beaucoup de popularisation absolue dans les milieux PCF, etc. Donc ça a été peut-être de manière assez caricaturale, et ça a été, j'imagine, encore plus caricaturé par l'adversaire. Mais effectivement, oui, le salariat, je crois que c'est 90% de la population. Donc, enfin, on a des chiffres plus actuels que ça. Mais ça c'est intéressant par rapport à la dépossession, effectivement, des moyens de production. Donc. Ah oui, Et bien ça sûr. aussi, c'est quand même c'est quelque chose qui confirme Marx. Bien sûr, une des premières hypothèses, enfin non, pas hypothèse, pardon, un des premiers résultats de Marx, c'est quand même de dire que le rapport de production capitaliste s'étendra sur la planète. Bon, enfin, je veux dire, si on est à l'équilibre, pourquoi ce serait développé comme ça? Parce qu'à l'époque où il écrit Capital, le rapport de production capitaliste est minoritaire au niveau mondial. Oui, tout à fait. En termes purement quantitatifs. En termes de développement, etc., effectivement, il est largement majoritaire. La révolution industrielle, elle s'est faite dans les pays capitalistes. Donc, de toute façon, on sait pourquoi aussi. Il y a un rapport entre les deux. C'est pas un truc positiviste. Mais le simple fait de prédire que la dynamique du capitalisme en viendra en gros à prolétariser l'ensemble de la planète, bon, c'est vérifié. Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est vérifié. C'est d'ailleurs un des moyens de contrecarrer la baisse potentielle de taux de profit. Oui, puis l'autre préjugé, c'est de dire que la classe ouvrière n'existe plus. Enfin, on entend ça que la bourgeoisie, mais Tant mieux. elle ne cesse de croître au niveau mondial, en fait. Hein, donc, Elle ne cesse de croître au niveau mondial et puis elle n'a jamais diminué, même chez nous. Simplement, elle s'est donné les moyens de conquérir quelque part du gâteau. Mais de là à prétendre qu'elle n'était pas de son gâteau, qu'elle a fait elle-même. Et l'autre, ça, on en avait parlé une fois, tu me disais, l'ubérisation, c'est le mot très à la mode, mais finalement, ça a très peu d'effet sur la macroéconomie. Enfin, c'est quelque chose. Statistiquement, c'est pas grand-chose. Oui. C'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Maintenant, j'ai écrit un truc là pour hisser. Oui, pour l'initiative communiste. Qui devrait paraître là-dessus, qui donne un peu mon point de vue sur le sujet. En gros, c'est effectivement, c'est aussi un moyen d'augmenter le taux d'exploitation. Et je suis pas en train de dire que on vit dans une ère socialiste, etc. Je suis tout à fait conscient du fait que depuis 40 ans, la bourgeoisie développe tout un tas de mécanismes pour augmenter le taux d'exploitation. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que l'énergie qu'elle y dépense révèle le fait qu'elle est soumise à la baisse potentielle du taux de profit. Oui, c'est ça. C'est QFD. Tout à fait. Tu veux qu'on regarde d'autres Ouais.
Alors, Donc, pour contrecarrer cette baisse de taux de profit, il y a l'augmentation du taux d'exploitation, on vient de démontrer. Ouais, donc ça, c'est un graphique, le graphique qui passe là, c'est un graphique de Meito. Et il y a un gars ça fait longtemps qu'il n'a pas publié des papiers, mais il fait vraiment des papiers statistiques super intéressants. Donc là, il te montre le taux de profit dans les pays périphériques, dans les pays du centre et une moyenne mondiale. ah oui, Bon, là, en haut, c'est le centre. Ah oui, non. ouais. Attends, le mondial, c'est En encore. bas, en bas, c'est le centre, au milieu, c'est le monde, et en haut, c'est les pays périphériques. Ouais, Bon, c'est ça. la tendance est claire. Mais par contre, regarde ce que je te disais tout à l'heure, et ce à quoi on va venir. Tu imagines que tu es un capitaliste du pays du corps, enfin, du centre. Du centre. Tu exportes tes capitaux vers des pays périphériques, ce qui s'est passé depuis les années 80. Forcément, tu rencontres un endroit où le taux de profit augmente. Donc, ça te donne l'illusion que tu as maintenu ton taux de profit. Sauf que tu l'as fait au prix d'exporter des capitaux pour aller exploiter une main-d'œuvre plus corvéable dans des pays dits en développement. Okay. Donc, le simple fait que tu aies besoin d'exporter des capitaux pour maintenir ton taux de profit, encore une fois, certes, ça fait maintenir ton taux de profit sur les 40 dernières années, mais ça révèle le fait que tu es soumis à une tendance. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, non, bien sûr, oui, tout à fait. Et donc, c'est ce qu'on montre après. Donc, après, je te mets les flux nets d'IDE sortants, donc les investissements directs à l'étranger. Bon, là c'est pareil, c'est très incomplet parce que les IDE, c'est que des gros flux de capitaux. Ça ne prend pas en compte tous les mouvements boursiers quotidiens, par exemple. C'est vraiment des gros flux. Je crois que c'est 10% de la valeur d'une entreprise. Pour que tu sois compté en IDE, il faut que tu rachètes 10% de la valeur d'une entreprise. Et eux, c'est ça qui montre à quel point les entreprises deviennent des multinationales, en fait, font des fusions et acquisitions à l'étranger, créent des filiales, en fait. C'est ça que ça mesure. Ouais. Alors, indépendamment même du fait qu'elles créent des filiales, on pourrait dire aussi, oui, mais elles créent des entreprises sur place. Bon, ce qui statistiquement est faux. La plupart des IDE, déjà, c'est des rachats. Des rachats de boîtes déjà en place. Après, il y a quelques IDE. Prédation, oui, c'est ça. Il y a quelques IDE dits Greenfield. Donc en anglais, on dit Greenfield et Brownfield. C'est-à-dire que Brownfield, en gros, tu arrives sur un terrain qui est déjà occupé, donc tu rachètes le truc, tu rachètes la boîte. Quoi. Et Greenfield, comment? Tu dis green et brown, c'est ça? Ouais, enfin, Greenfield, c'est quand tu montes ton entreprise, quoi. Tu exportes des capitaux pour monter une entreprise, et Brownfield, c'est tu rachètes une entreprise. Bon, la majorité, c'est des rachats. Bon. Mais indépendamment même de ce fait, qui vient encore aggraver la situation de la bourgeoisie, mais même si c'était que des IDE pour création d'entreprise, le simple fait de devoir exporter des capitaux dans des pays où le taux de profit est supérieur, pour pouvoir maintenir ton taux de profit, encore une fois, quitte à me répéter 10 milliards de fois, ça démontre que tu es soumis à cette baisse tendancielle. Oui. Et donc là, tu as, bon, pour illustrer, j'ai mis les USA et la France pour continuer mon illustration. Mais le plus intéressant, c'est le graphique d'après, le deuxième, pas celui qui vient, celui d'après. Donc descend un peu, encore. Ouais, voilà, le truc qui s'appelle solde IDE 1. Ah, pardon. Ouais. Donc ça te montre le solde d'IDE. Donc quand tu es au-dessus de 0, ça veut dire que tu exportes plus que tu importes. Oui. Et quand tu es en dessous de 0, ça veut dire que tu importes plus de capitaux que tu n'exportes. HIC, c'est High Income Country. Et donc c'est les pays riches, quoi. Et LIC, c'est Low Income, donc c'est les pays pauvres. Les pays à bas revenus et pays à haut revenu. Voilà. HIC, pays à haut revenu, low income country, pays à bas revenu. Voilà. Et donc, évidemment, ici, on est en proportion du PIB. Donc, si tu exportes 1 dollar et que tu fais 100 dollars de PIB dans l'année, le graphique ici, il t'indique 1. Okay. Donc, c'est des chiffres en pourcentage du PIB. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Alors là, ça ne se voit pas trop, ça se verra mieux sur celui d'après, mais on remarque que les pays à haut revenu, qui évidemment sont des pays dans lesquels les revenus des prolétaires sont supérieurs, donc des pays dans lesquels en moyenne le taux de profit est inférieur, ces pays sont exportateurs nets de capitaux. C'est négatif, on est en dessous de 0, ça se verra mieux sur le graphique d'après. En moyenne, sur l'ensemble de la période, tu vois, donc HIC, High Income Country, en moyenne, ils sont exportateurs nets. Et à l'inverse, les pays pauvres, donc les pays dans lesquels en moyenne le taux de profit est supérieur, sont des pays qui sont importateurs nets de capitaux. En gros, les capitaux, ils vont des pays riches, là où le taux de profit est faible.
Mhm. vers les pays pauvres, là où le profit est élevé. Bon, on a tous ça en tête, hein, je n'apprends rien à personne, hein, c'est la globalisation, y compris dans sa dimension financière. Mhm. C'est le fait que les capitaux vont notamment en Asie du Sud-Est pour pouvoir exploiter une main-d'œuvre plus corvéable. Ouais, Mais parce enfin, que le taux c'est bien de la d'exploitation montrer. fait remonter taux de profit. Voilà. Et donc, alors, on ne s'étonnera pas du fait que les proportions en valeur absolue sont supérieures parce que c'est divisé sur le PIB. Donc, forcément, $1 qui part des États-Unis, en proportion du PIB, c'est moins que $1 qui arrive au Vietnam. Parce que le PIB du Vietnam est beaucoup plus petit. Comme ici, on est en proportion, c'est normal que l'un plus l'autre, ça ne se Mhm. compense pas. Okay. Mais au niveau mondial, ça se compense forcément à peu près. Parce que statistiquement, il y a toujours des erreurs, machin, mais en gros, au niveau mondial, on est à zéro, forcément, parce qu'au niveau mondial, Mhm. voilà, on ne sort pas du monde, a priori. Mhm. Contrairement aux économistes qui pensent que les chocs sont extérieurs au monde. A Mhm. priori, on ne connaît pas de monde en dehors du monde. Mhm. Donc, Il n'y a pas de ça, c'est. choc ex machina. Voilà, c'est ça. Mécanisme. C'est ça. Et donc, ça, c'est quand même. Je m'étais promis de le prendre, mais je ne l'ai pas pris, mais c'est pas grave. Mais si tu lis Lénine, c'est le premier truc qu'il te dit. C'est-à-dire que le Sade impérialiste se caractérise. Enfin, non, j'exagère. Son premier chapitre, c'est le chapitre sur la monopolisation. On verra après, dans Mhm. le dernier graphique. Qui n'est pas un graphique, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est de l'INSEE. Donc là, c'est des gens très raisonnables. La deuxième chose, c'est le fait que l'impérialisme se caractérise par une exportation massive de biens et de services, certes, mais aussi, mais surtout, une exportation massive de capitaux. Mhm. Et l'exportation au niveau mondial, enfin la mondialisation de biens et de services, elle n'est jamais que le reflet du fait que les capitaux se sont exportés. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On exporte du capital en Asie du Sud-Est pour se réimporter des produits. Ouais. Hein, tu exportes ton capital au Mhm. Vietnam, tu fais produire tes t-shirts et puis tu réimportes le t-shirt pour le faire consommer par tes consommateurs. Bon, bah, c'est très exactement ce qu'on voit là. Et là, c'est pareil, effectivement, tu augmentes le taux de profit. Effectivement, tu augmentes le profit total. Mhm. Parce Oui, que ce matin, on a appris que pendant le Covid, les 100 premières fortunes du monde ont gagné, je ne sais plus, 500 milliards, je crois encore qu'elles ont gagné sur l'année, quelque chose c'est comme les ça. chiffres de Oxfam là, qui sont parus. Là. Ouais. Moi, je n'ai pas retenu exactement le chiffre, mais enfin bon. Mais ce n'est pas du tout incompatible avec le fait que le capitalisme n'a jamais été aussi contraint. Pas Oui, du tout mais incompatible. ce qui transparaît d'un point de vue strictement journalistique, parce qu'ils vont jamais dans le fond, mais ils n'arrêtent pas de parler au moment du fait qu'on privilégie les circuits courts, donc que la mondialisation aurait décru dans les 10 dernières années. Ils vont donner des explications idéalistes hein, sur le fait que les gens préféraient consommer local, etc. Mais c'est aussi le coût des transports quoi, qui ne compense pas les gains de productivité, enfin, et puis les gains d'exploitation faits à l'étranger. Bien sûr, Euh, mais en même temps, comme ce que tu montres quand même, enfin, ce que je comprends des graphiques que tu montres, c'est que c'est quand même une tendance lourde à investir à l'étranger aussi pour justement pour augmenter le taux de profit. Ça me semble quand même être une caractéristique essentielle, quoi, et qui bien s'explique. sûr. Et donc, bon, après, on pourrait aller plus loin, mais j'avais dit qu'on s'en tiendrait à un niveau purement mécaniste. On pourrait montrer aussi, du coup, la nécessité de créer des organisations supra-étatistes, de passer par la société civile pour pirater les États-nations. Enfin, mais bon, tout ceci est en cohérence totale avec le fait que la Oui, régulation du capital se fait maintenant au niveau mondial. oui, tout à fait. Donc bon, mais là, ça nous emmènerait un peu trop loin. Et sur la rhétorique là, que tu mentionnais, sur le fait que le commerce baisse, qu'on vivrait une démondialisation, etc., il faut savoir ce qu'on appelle baisse du commerce international. Indépendamment de cette année, qui est quand même une année exceptionnelle, indépendamment de cette année, depuis 10 ans, ce qu'on appelle la baisse du commerce international, ce n'est pas le fait que le commerce international diminue, c'est le fait que le commerce international augmente moins vite en proportion du PIB que pendant les années 80-90. Mais on est toujours au-dessus de 100%. C'est-à-dire qu'on a toujours un taux de croissance du commerce qui est supérieur au taux de croissance de l'économie. D'accord. Oui, oui, c'est quand même une tendance très. Donc on est même pas sur une baisse par rapport au PIB, mais avec un taux de croissance positif, on est encore sur un taux de Oui, croissance faut rapporter ça. supérieur au taux de croissance du PIB. Ah oui, d'accord. Et simplement, il n'a pas connu les âges d'or qu'il a connus dans les années 80-90. Bon, il y a des raisons purement techniques, comme tu l'évoquais. À un moment donné, les coûts sont incompressibles. Puis maintenant, on est presque à zéro en coût de transport depuis des années. Donc, tu Oui, arrives aussi à un seuil. Quoi, tu peux, là.
Après, tu ne vas pas exporter plus que ce que tu produis à un moment donné. Oui, bien sûr. Ouais. Il faut Il y a, exporter un truc, il y a il faut toujours le avoir coût du kérosène ou du oui, pétrole voilà. dans les soutes aussi. Ouais, Mais tout ça ne contredit pas le truc. Et le dernier truc, le dernier graphique, qui est un graphique de l'INSEE, et celui-ci est très éloquent, Ouais. c'est Concentration. une des. Après, il y en a plein, enfin, il y en a plein, il y en a au moins 6 des facteurs antagonistes, mais disons que les 3 grands facteurs antagonistes sont ceux-là: augmentation du taux d'exploitation, qu'on a vu, exportation de capitaux, enfin, mondialisation en général, quoi, Mhm. qu'on a vu, et le troisième grand facteur antagoniste, c'est la concentration de l'économie. C'est-à-dire que, si on veut être très caricatural, on était dans un capitalisme concurrentiel au XIXe siècle, Mhm. et le XXe siècle montre une monopolisation assez conséquente, et depuis 40 ans, une concentration complètement folle. Mhm. Ici, ce graphique n'est peut-être pas facile à lire, mais on va essayer de faire un effort euh, de compréhension. On a la première barre, c'est les grandes entreprises. Ça représente les grandes entreprises, la première barre, en Mhm. entier. C'est-à-dire les entreprises de plus de 5000 salariés et au-dessus d'un certain chiffre d'affaires, je crois que c'est 1,5 milliard, quelque chose comme ça. Bon, c'est les grandes, quoi. Mhm. Et dans ce graphique-là, on est en 2015, sont considérées comme grandes entreprises en France 267, je crois, ou 57 entreprises. Enfin, 260, prenons le chiffre le moins favorable pour nous. Mhm. 267 entreprises. 267 entreprises, c'est pas grand-chose. Là, en tout, il y a à peu près 5 millions d'entreprises. Mhm. Donc la première barre, c'est 267 sur 5 millions. Et c'est ce que représente la couleur jaune. La couleur jaune, dans la première barre, on ne la voit pas. Mhm. On ne la voit pas parce qu'elle représente la proportion du nombre. C'est-à-dire que s'il y a 10 grandes entreprises en France et qu'il y a 1000 entreprises en tout en France, ça fait 1%. Donc la barre jaune, elle représentera 1% pour les grandes entreprises. Donc là, de fait, on ne la voit pas parce qu'on est à zéro. Parce qu'on est à 250 entreprises en gros sur à peu près 5 millions, j'exagère. Je crois que c'est 4 millions. Sur 4 millions de boîtes. Mhm. Okay, donc elle ne représente rien en nombre, entité, en unité légale. Sauf que ces grandes entreprises, elles font. Euh, Là, je me suis gouré de graphique. J'ai pas mis le bon graphique. Ah bah écoute, ça arrive. J'ai pas mis le bon graphique. Mais de tête, j'ai les chiffres. D'accord, bah alors on De va. tête, j'ai les chiffres. Elles font. Je te remettrai un lien, puis on mettra sous la vidéo. Ouais. C'est le même lien en plus, et c'est la même couleur de graphique, c'est juste le graphique d'en dessous ou d'au-dessus. Mais bon, ça change rien. La première barre, c'est la même. C'est le nombre d'unités légales. D'accord. Attends, effectif. Ah non, c'est ça, non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Non, non, bah bon, bah Ok. Effectif salarié. Effectif salarié. Ok. Mhm. Donc, Oui. elle ne représente à rien en termes d'unité légale. Par contre, en effectif salarié, je crois que j'ai une connerie quand même. Non, c'est pas le bon graphique. Mhm. Non, Bon, c'est alors pas grave. Mais je le connais de tête. qu'est-ce que tu voulais nous dire en Voilà. Ce gros que je avec voulais ça? dire, c'est que les grandes entreprises, elles font 0% des boîtes, Mhm. 0,0001, mais elles représentent à peu près 40% de l'effectif salarié. C'est-à-dire que quand tu es salarié en France, Mhm. tu as 40% de chances de travailler dans une entreprise qui représente 0% des boîtes. Parce qu'elles sont énormes. Tu travailles chez Ah ouais. LVMH, chez PSA, chez machin, mais c'est LVMH, chez PSA, etc. Elles sont très très peu nombreuses, mais elles font une part énorme de l'emploi salarié. Elles font à peu près 50% de la valeur exportée. C'est-à-dire qu'il y a Mhm. 250 entreprises qui font 50% des exportations françaises. Ouais. Okay, donc en fait, quand on parle des exportations françaises, on ne parle pas des exportations françaises, on parle des exportations de 50 entreprises, de 250 entreprises. Pardon. Oui, c'est ça. Okay. Et donc tu peux prendre tous les chiffres que tu veux, tu peux prendre la capitalisation boursière, alors encore pire, tu peux Mhm. prendre les profits, etc., etc. Et donc l'économie est hyper concentrée. Et ce que montrent les économistes orthodoxes, pour le coup, c'est que depuis 40 ans, dans tous les pays, ça se concentre, mais ça se concentre énormément. Alors le secteur le plus connu, c'est le secteur bancaire, où là, bon, c'est monstrueusement concentré. Encore une fois, en France, on arrive à 6 banques systémiques en France. Bon, bah là, systémique, ça veut dire que si une de celles-là tombe, l'ensemble du système financier mondial tombe. C'est pour dire à quel point c'est concentré. Mhm. Et ça, c'est le premier chapitre de l'impérialisme de Lénine. Oui, oui, c'est C'est-à-dire ça. que le stade impérialiste se caractérise par un stade monopoliste. Bon, bah on y est. On y est. Fusion du capital bancaire et du capital industriel Voilà. aussi, c'est. Voilà.
Et bon, je voulais pas alourdir, mais il faudrait aussi montrer des graphiques de fusion-acquisition en pourcentage du PIB ces 40 dernières années. C'est monstrueux Mmh. au niveau mondial. C'est-à-dire que le capital s'agrège. Alors, pourquoi ça fait augmenter le taux de profit? Bon, ça, tout le monde le sait aussi, je pense. C'est assez connu. C'est pour d'abord économiser des coûts. Mmh. Hein, en gros, quand tu avais une secrétaire dans chaque entreprise, tu mutualises tout, t'en vires une. Du coup, pour le même travail, tu payes un salarié au lieu de deux. Mmh. Bon, tu as Et ces choses-là. Et puis, tu économises aussi du capital constant. Parce que quand tu as deux concurrents, tu peux tout mettre dans la même usine. Enfin, après, ça dépend de la technique, etc. Mais mmh. en gros, c'est fait pour contrecarrer cette baisse tendancielle du taux de profit en agissant, bon, pour une part sur le taux d'exploitation, mais surtout en agissant sur le dénominateur, qui est la composition organique du capital, ce qui permet d'économiser du capital. C'est ça, c'est Voilà. l'économie d'échelle qui joue sur sur Voilà. la part de capital investi, ouais. Voilà. Donc bon, c'était un peu ce que je voulais dire ce soir pour conclure. Bah, C'était encore une fois, mon point de départ, c'était de dire je ne conteste pas le fait que le taux de profit augmente depuis 40 ans, je ne conteste pas le fait que depuis 40 ans, la gauche perde du terrain, ouais. je ne conteste pas tout ça. Ce que je conteste, c'est le fait que tout ceci serait le révélateur D'une crise du euh, marxisme. d'une crise du marxisme. Absolument pas. Pour moi, c'est plutôt le révélateur de sa criante actualité. Ouais. Euh, Simplement, malheureusement, le XXe siècle nous a montré qu'il faudrait montrer les taux de profit de l'Allemagne. Hein. Les taux de profit de l'Allemagne dans les années 30, c'est zéro. Hein. Oui. Donc, D'accord, oui, oui, compris. voilà, c'est pas parce que c'est tout à fait actuel et c'est pas parce que Mmh. tout tente à démontrer le marxisme Mmh. que l'avenir est nécessairement rose. En Mmh. tout cas, il faut de dire que le marxisme est battu en brèche depuis la mondialisation des 40 dernières années et que le socialisme, c'est comment c'est éloigné. Ah oui, c'est sûr que la chute du mur de Berlin n'a pas fait, tomber, la baisse la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, hein, ça marche pas comme ça. Non. Mais d'ailleurs, ça, parce que ça, tu pourrais le voir aussi, parce qu'il y a quand même une énorme braderie. Mmh. Ça a quand même été de nature à augmenter les taux de profit. Tu ne le vois pas tant que ça dans les données. Hein. Oui. Oui. Ah oui, c'est énorme. Ils ont tu imagines, ouais, sur l'Allemagne de l'Est, par exemple, Ah oui, ils ont raflé, en fait, ils ont piqué les boîtes qui appartenaient au peuple, hein, ils les ont privatisées. Ça s'appelait la Treuhand qui a fait ça. oui. Ah, pas D'ailleurs, cher. le gars qui privatisait s'est fait flinguer par un ancien de l'ARF, je crois. Et c'est vrai Ah que oui. je ne dis pas que c'est des méthodes orthodoxes, mais on peut comprendre l'animosité quand même d'une certaine partie de la population, parce que c'est un vol caractérisé. Et comme tu le dis, en plus, ils l'emportent pas au paradis parce que ils sont toujours confrontés à cette loi générale. Oui, tout à fait. C'est Donc, inextricable pour eux. c'est inextricable. Oui, tout à fait. Non, Ça mais explique. en fait, ce que je voulais dire, quand je dis un peu Michel Luchon, parce que moi, de mon point de vue d'amateur, enfin de simple lecteur, des fois, ces articles, je trouve sont éclairants, c'est pas contre lui qu'on dit ça. Mais je crois que ce qu'il voulait dire, il était choqué par le fait que, surtout après la crise de 2007, il disait on parle toujours de baisse entière du taux de profit, et alors que les salariés, ce qu'ils voient, c'est les profits explosent. Moi-même, je suis viré de mon usine alors que les profits explosent. L'entreprise n'arrête pas de faire du profit et il me vire. Il disait tu te fais pas comprendre en disant que les profits baissent parce que mais bon en même temps et c'est pour ça qu'il prenait évidemment ces 40 ans où en plus de facto le profit augmente, mais comme tu dis pas tant que ça et surtout par rapport aux moyens énormes mis en œuvre pour le faire Et monter. surtout, il augmente pas tendanciellement. Ça, c'est fou. Clair. Bah, c'était magnifique. Je pense que c'est vraiment une première mise en matière et je pense qu'on va réfléchir à d'autres manières de creuser, peut-être même avec des textes en fait, de Lénine, hein, pourquoi pas, sur, Ouais. Et euh, je te mettrai le bon graphique, là, le dernier. le bon graphique. Oui, oui, Je mais t'enverrai un lien. c'est-à-dire chaque chose en son temps, mais non, c'était vraiment très clair et puis c'est super de pouvoir le mesurer et puis voir quand même comment aussi tu travailles. Bon, bah, je vais couper la vidéo, se reprend en off, hein, et bah, Ça en marche. tout cas, vraiment une prochaine, on va multiplier les entretiens.